Alors la promenade d'aujourd'hui sera consacrée à une visite du Palais Colonna à Rome. Le Palais Colonna, c'est un bâtiment qui se trouve dans le centre de la ville de Rome, que l'on peut pointer sur cette vue aérienne. Si vous connaissez un petit peu Rome, vous voyez ici la place de Venise et le Corso qui est dans l'axe de la place de Venise, le tout au pied du grand monument au roi d'Italie Victor Emmanuel II, qui est en même temps le monument du soldat inconnu italien. Il y a à quelques distances, il y a le Panthéon, il y a ici la place Navone, et donc à l'est, eh bien, on trouve le Palais Colonna. Le Palais Colonna, c'est la euh, demeure, ou du moins c'était la demeure ancestrale des princes Colonna. Aujourd'hui, le palais n'est plus vraiment habité par la famille, mais c'est toujours une propriété privée donc, de cette famille illustre. Le Palais Colonna, c'est un nom que l'on a rencontré quand on a voyagé à Rome, mais on n'a pas forcément visité le lieu parce que les conditions de visite sont un petit peu particulières. Le palais n'est ouvert que le samedi matin pour la visite. Alors, si on y tient vraiment, on peut visiter le palais à un autre moment, mais c'est sur rendez-vous et en groupe. Donc, le plus simple, c'est d'y aller le samedi matin et donc de se promener dans ce, ce palais, se promener parmi les peintures, parmi les sculptures, parmi les meubles qui décorent les salons du palais. Ce qui fait la réputation, la célébrité du Palais Colonna, c'est en fait sa galerie, ce que l'on appelle sur place la Sala Grande, la galerie donc, du Palais Colonna, par quoi nous allons commencer la visite. Et je vais organiser mon propos très simplement en trois mots. Nous parlerons tout d'abord de la galerie Colonna, c'est ce que vous voyez là, le mot Colonna au sens de galerie. Je parlerai ensuite de Colonna au sens de famille Colonna, et je terminerai par le mot Colonna au sens de Palais Colonna, le bâtiment lui-même. Alors cette galerie du Palais Colonna que vous voyez là, donc la Sala Grande en fait du Palais Colonna, c'est son nom sur place. C'est une galerie qui est souvent comparée à la galerie des glaces du château de Versailles. Et en effet, c'est une comparaison que l'on peut faire. D'abord, dans l'organisation générale, la Sala Grande du Palais Colonna, c'est une longue galerie qui est flanquée à chaque extrémité par deux salons, comme la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Ici, vous avez le premier salon, celui dans lequel la photographie a été prise, qui est le Salon des paysages. Ce nom vient du fait que les murs sont ornés de paysages de Gaspard Duguay, qui était un peintre du XVIIe siècle. Et si vous regardez dans l'axe de la galerie, tout au bout, vous avez un autre salon qui est le salon de la colonne bellique. C'est le nom qui est donné à Rome à cette salle décorée. Il y a des fresques sur le plafond, il y a des tableaux qui ornent les murs, et donc une colonne au centre de la pièce. Colonne bellique, qu'est-ce que ça veut dire? Bellique, c'est un mot qui est tiré du mot latin bellum, qui veut dire la guerre, et donc la colonne bellique évoque le thème principal de la galerie de la Sala Grande du Palais Colonna, qui est la guerre, exactement la bataille de Lépante en 1571. Mais la colonne bellique, c'est aussi une colonne, comme vous le voyez. Or, il y a approximativement une similitude entre la colonne et le nom de la famille Colonna. Donc, c'est ce que l'on appelle des armes parlantes, hein, un objet qui, métaphoriquement en quelque sorte, évoque la famille. Et puis, il y a d'autre part une réminiscence, une allusion à un monument de la Rome antique qui était la colonne bellique, justement située devant le temple de Bellone, la déesse de la guerre. Un monument peu connu, un monument dont il reste quelques vestiges, mais visiblement, c'est un monument que l'on connaissait au XVIIe siècle lorsque la galerie a été conçue, lorsqu'elle a été construite et lorsqu'elle a été décorée. Donc, une longue galerie flanquée de deux salons, salon des paysages et salon de la colonne bellique, avec quelques particularités dont on est content au Palais Colonna de souligner la présence devant les visiteurs, notamment ce boulet de canon qui a cassé, comme vous voyez, une marche. Un boulet de canon tiré par les canons du général Oudinot en 1849. Vous savez peut-être qu'en 1848-49, il y a à Rome la proclamation d'une république, la République romaine, contre l'autorité du pape Pie IX. Et donc cette république se heurte à la résistance des troupes françaises qui ont été dépêchées sur place pour
épauler le pape Pie IX, les troupes donc de la Deuxième République dirigées par le président Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc le général Oudinot, qui commande ces troupes, ce corps expéditionnaire français, fait tirer des coups de canon donc, sur le palais Colonna, et miraculeusement, le boulet de canon vient briser une marche, mais n'endommage pas du tout la grande galerie. Sans doute qu'il s'est insinué par les fenêtres pour aller frapper l'escalier. Et donc, on est très fiers au Palais Colonna de rappeler ça, parce que c'est la preuve absolument flagrante du soutien que la famille Colonna apporte à la papauté en 1849, comme elle l'a fait depuis longtemps et comme elle le fait par la suite jusqu'à maintenant, en fait. Alors, cette galerie, donc, est souvent comparée à la galerie des glaces du château de Versailles. Est-ce que c'est une comparaison qui est valable? À beaucoup d'égards, oui, elle est tout à fait valable, ne serait-ce que par la décoration, c'est-à-dire une galerie avec des peintures sur le plafond. À Versailles, ces peintures sur le plafond qui sont dues à Charles Le Brun évoquent la guerre de Hollande et mettent en scène le roi Louis XIV dans chaque compartiment du plafond. Ici, les peintures mettent en scène la bataille de l'Épante de 1571 et le prince Colonna de l'époque, donc de la fin du XVIe siècle, qui apparaît sur tous les compartiments de la peinture. Donc le programme iconographique ressemble beaucoup à celui de la Galerie des Glaces de Versailles. Simplement, la galerie de Rome n'est pas une galerie des glaces. Il y a bien quelques miroirs, mais qui ne constituent pas l'ornement principal, alors qu'à Versailles, comme vous savez, il y a 17 miroirs qui répondent à 17 fenêtres, et c'est cela qui fait la particularité, évidemment, du lieu. Autre comparaison possible entre les deux galeries, la date de la construction. La galerie des glaces du château de Versailles est terminée en 1684. Et 1684, c'est justement le moment où on commence à peindre les plafonds de la galerie de Rome, qui est complètement achevée en 1700. Donc la galerie est légèrement moins ancienne à Rome qu'elle ne l'est à Versailles, mais elle est plus longue. À Versailles, la galerie mesure 73 mètres et ici, la galerie mesure 76 mètres. Donc, il faut évaluer, il faut considérer le palais Colonna pour ce qu'il est. C'est un véritable palais royal, en fait. Hein. Et nous verrons pourquoi, évidemment, c'est un véritable palais royal. Alors, autre particularité de cette galerie, c'est qu'elle est décorée de peintures, de tableaux, hein, de toiles qui sont fixés sur les murs. Vous en voyez plusieurs dizaines dans cette salle. Les princes Colonna possèdent une collection de peintures qu'ils exposent dans toutes les salles de leur palais. Il y a des centaines de toiles que l'on peut visiter. Donc, la galerie Colonna, c'est la grande galerie, la Sala Grande, mais c'est aussi un musée de peinture, si l'on veut, que l'on peut visiter également. Alors, cette galerie, donc, comporte sur son plafond des peintures évoquant la bataille de l'Épante de 1571 et évoquant le rôle tout à fait particulier, tout à fait essentiel qu'a joué en 1571 le prince Colonna de l'époque, qui s'appelait Marc-Antonio II, et Marc-Antonio II Colonna est l'amiral, le général, qui commande les troupes pontificales, qui commande la marine, si vous voulez, au service du pape, le pape Pie V en 1571. On voit ici, sur cette première partie de la peinture du plafond, on voit le pape Pie V accordant sa bénédiction à Marc-Antonio Colonna, se disposant à partir pour la guerre et pour la bataille, donc, qui sera la bataille de l'Épante. C'est le premier des principaux compartiments de la peinture sur le plafond. Le principal compartiment met en scène, met en image la bataille de l'Épante, évidemment, qui est une bataille navale, c'est ce que l'on voit là, une bataille navale donc, qui oppose d'un côté les forces de l'Empire ottoman et de l'autre côté les forces, certes pontificales, mais en fait les forces de la Sainte Ligue, c'est-à-dire, j'en reparlerai dans un instant, les forces conjuguées de plusieurs États européens qui sont mises sous un commandement commun. Et donc les peintures de la galerie de Colonna de Rome nous expliquent que ce commandement commun est exercé par le prince Colonna. C'est une façon de voir les choses. Si on voit les choses à Venise, on dira que l'amiral qui commande les forces conjointes, c'est l'amiral Sébastien Vénier, qui a été par la suite doge de Venise. Et si on regarde les choses du point de vue de l'Espagne, bien on dira que ces forces ont été commandées par Don Juan d'Autriche, qui est le demi-frère du roi d'Espagne, Philippe II. Donc, petite compétition compétition honorifique pour le titre de commandant en chef, en quelque sorte, de ces armées. Mais en tout cas, à Rome, on a pris le parti de montrer le prince Colonna combattant l'amiral ottoman, combattant donc les forces
de l'Empire ottoman. La bataille de Lépante, c'est une bataille navale, et c'est ce que l'on montre donc sur cette peinture qui est fixée au plafond de la galerie, de la grande galerie de la Sala Grande du palais. Alors, que résulte-t-il de cette bataille? Eh bien, c'est une victoire. C'est une victoire qui est donc, d'après la peinture, la victoire du prince Colonna, qui revient donc à Rome, tout auréolé de gloire. Vous voyez que la gloire ici s'apprête à couronner le prince Colonna, tandis que les trompettes de la renommée retentissent. Et donc, Marc-Antonio de Colonna est en gloire sur le plafond de la Sala Grande du palais de Rome. Alors, une précision, la bataille date de 1571, le prince Marc-Antonio II vit au XVIe siècle et la galerie a été décorée à la fin du XVIIe siècle. Donc il s'est écoulé un siècle entre la bataille et les peintures, alors qu'à Versailles, il s'est écoulé quelques années seulement. La guerre de Hollande s'achève en 1672 et les peintures de la galerie des Glaces sont terminées en 1684. Alors, je parlais plusieurs fois de la bataille de Lépante, il faut en dire un mot quand même. De quoi s'agit-il exactement? Donc une bataille navale, oui, mais qui, qui s'appelle la bataille de Lépante. Lépante, c'est le nom que l'on emploie au XVIe siècle pour désigner une petite bourgade, donc, qui se trouve en Grèce aujourd'hui, la bourgade qui s'appelle Naupacte, Naupactos en grec moderne, et Naupacte se situe donc au bord du golfe de Corinthe, au bord du golfe de Patras. Naupacte se situe ici. À cet emplacement, il y a maintenant le viaduc qui franchit le golfe de Corinthe, hein, qui a été construit il y a une vingtaine d'années et qui est une merveille d'architecture moderne. Eh bien, c'est là que se déroule la bataille. À vrai dire, la bataille a lieu plutôt dans le golfe de Patras, un petit peu en aval, si l'on peut dire, et dans un lieu qui est, sur le plan géopolitique, tout à fait important. Il y a eu plusieurs batailles dans la région au fil du temps. La bataille de Lépante, donc en 1571, mais il y avait eu aussi en 31 avant Jésus-Christ la bataille d'Actium, à quelques kilomètres. Alors, cette bataille de Lépante, donc, oppose les forces de la Sainte Ligue aux forces de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est, au XVIe siècle, la grande puissance en Méditerranée orientale. C'est une puissance expansionniste depuis déjà longtemps, et elle est en pleine expansion en Méditerranée. Elle s'est emparée, cette puissance, de plusieurs îles de la Méditerranée, donc dans la première moitié du XVIe siècle, en particulier l'île de Rhodes. Elle est en train de s'emparer d'une autre île en Méditerranée orientale, l'île de Chypre. Il y a en 1570 le siège de Nicosie à Chypre, et après la bataille de Lépante, à la fin de l'année 1571, il y aura le siège de Famagouste à Chypre, donc siège de Famagouste qui marque la conquête complète de l'île de Chypre par l'Empire ottoman. Donc puissance montante, disons que cet Empire ottoman, mais puissance montante qui, à la fin du XVIe siècle, se heurte à des difficultés. Et des difficultés qu'elle rencontre, par exemple, à Malte. Le siège est mis devant Malte en 1566 et c'est un échec. Difficultés qu'elle rencontre avec la bataille de Lépante, donc qui est une défaite ottomane, et difficultés qu'elle continuera à rencontrer ultérieurement au XVIIe siècle. Alors certes, l'île de Crète va passer sous la bannière de l'Empire ottoman au milieu du XVIIe siècle, mais en 1683, l'expansion ottomane va se briser sur les murs de Vienne. Ce sera le second siège de Vienne en 1683 qui marque la fin définitive de l'expansion ottomane vers l'ouest. Donc la bataille de Lépante joue un rôle important à ce moment-là. Alors, qui sont les partenaires, qui sont les adversaires en quelque sorte, hein, qui combattent en octobre 1571? Voilà une carte simplifiée qui nous montre donc la Méditerranée et l'expansion ottomane en Méditerranée. Donc, je viens d'expliquer que la Méditerranée orientale est le domaine dans lequel l'expansion ottomane s'est complètement développée. Chypre est sur le point de tomber et la Crète tombera quelques dizaines d'années plus tard. Et donc, c'est en Méditerranée occidentale que les escarmouches se produisent. Depuis le début du XVIe siècle, il y a en Méditerranée occidentale de nombreuses escarmouches, de nombreuses batailles, des conflits. Il y a l'insécurité qui règne, il y a la piraterie qui règne aussi. Hein, si les États s'affaiblissent, les pirates se développent.
Et donc, cette piraterie barbaresque en Méditerranée occidentale est un véritable problème que l'on voit, dont on retrouve les traces même dans la littérature de l'époque, hein. On voit cela, par exemple, dans les Fourberies de Scapin de Molière au XVIIe siècle. Et donc, face à cette expansion ottomane, les puissances occidentales ont le choix entre deux attitudes. Ou bien essayer de composer, essayer de pactiser, essayer de trouver un terrain d'accommodement, une entente, une alliance. Ça, c'est la position française, c'est la politique de François Ier dans la première moitié du XVIe siècle, et ça va être la politique de ses successeurs au XVIe et au XVIIe siècle. Trouver un accord avec le sultan de l'Empire ottoman sur tel point, et donc ne pas le combattre. Et inversement, d'autres pays européens, l'Espagne, le Saint-Empire, quelques principautés italiennes, eh bien, et puis les États du pape, évidemment, prennent le parti de s'opposer à l'expansion ottomane. Et c'est de là que vient la constitution, en 1571, de la Sainte Ligue, donc une coalition des forces de l'Espagne, des États du pape, de la République de Venise, de la République de Gênes, de plusieurs principautés italiennes, coalition de ces forces contre les Ottomans, donc sans la participation de la France, ni d'ailleurs de l'Angleterre à cette époque. Et donc, cette bataille a lieu en octobre 1571. C'est une défaite ottomane, c'est une victoire de la Sainte Ligue. La peinture de Rome nous dit que c'est une victoire du prince Colonna. C'est en effet une victoire, mais pourquoi cette victoire? Cette victoire peut s'expliquer de plusieurs façons. Elle peut s'expliquer, par exemple, par la différence qu'il y a dans les forces de part et d'autre. Ce n'est pas une différence numérique. Le nombre des navires mis en jeu est à peu près le même. Il n'y a pas de différence sensible, pas d'avantage sensible aux forces de la chrétienté, si j'ose dire. Mais il y a une différence quand même, c'est que les navires euh, commandé par Don Juan d'Autriche ou le prince Marc-Antonio Colonna ou l'amiral vénitien Sébastien Vénier, ces navires comportent des canons. Il y a quelques dizaines de canons qui ont été installés sur des navires que l'on a équipés pour cela, ce que l'on appelle dans le vocabulaire du XVIe siècle des galéas. La galéas, c'est un navire à voile et à rame et à canon. Il y en a quelques-unes du côté de la Sainte Ligue, il n'y en a pas du côté de l'Empire ottoman. Du côté de l'Empire ottoman, on a des galères, c'est-à-dire des navires à rames et sans canon. Donc cette petite différence explique en grande partie, mais pas en totalité, le sort des armes défavorable pour l'Empire ottoman. Une autre explication, c'est que la marine ottomane s'est laissée piéger dans le golfe de Patras ou dans le golfe de Corinthe et n'a pas l'avantage du terrain. Ça, choisir le terrain où la bataille va avoir lieu, c'est généralement une promesse de victoire. Ce n'est pas ce qu'a réussi à faire l'amiral ottoman ce jour-là, le 7 octobre 1571. En tout cas, c'est une victoire, donc. Et quelles sont les conséquences de cette victoire? Alors, bon, c'est une victoire, c'est une bataille d'abord, donc il y a des victimes. On va parler de 40 000 victimes durant cette bataille. C'est difficile de chiffrer le nombre, hein. Il y a des morts, il y a des blessés. Un blessé célèbre, par exemple, c'est Cervantes, le futur auteur de Don Quichotte, qui est blessé durant la bataille de Lépante. Il y a d'autres conséquences que l'on peut résumer de la façon suivante. Au fond, c'est, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, un coup d'arrêt porté à l'expansionnisme ottoman. Ce n'est pas un coup d'arrêt décisif à soi seul, mais c'est un coup d'arrêt qui vient après l'échec du siège de Malte et avant l'échec du siège de Vienne. Donc un coup d'arrêt porté à l'expansionnisme ottoman en mer Méditerranée, surtout en Méditerranée occidentale. L'Empire ottoman n'est pas affaibli outre mesure, il reste une très grande puissance jusqu'au XVIIIe siècle et un petit peu au XIXe siècle. Et du côté de la Sainte Ligue, il y a eu coalition des forces pour la bataille, mais il n'y a pas vraiment de continuation de l'alliance entre l'Espagne, la République de Venise, la République de Gênes, les États du pape. Donc du côté de la chrétienté, c'est comme ça qu'on parle en 1571, ce n'est pas un front uni qui va s'avérer véritablement durable. Donc, sur le plan géopolitique, voilà quelles sont les conséquences. À plus long terme, on peut dire aussi que la bataille de Lépante a été la dernière grande bataille livrée
dernière grande bataille navale livrée en Méditerranée. Par la suite, le centre du monde se déplace plutôt vers l'océan Atlantique, et c'est là que se livreront, dans les siècles suivants, les principales batailles navales. La bataille de Lépante a été la dernière grande bataille de la marine de galère. Les navires à rames sont surclassés par les évolutions techniques. Et donc, à partir de la fin du XVIe siècle, ils vont quitter la Seine et être remplacés par des navires à voile. Qu'est-ce que l'on peut dire encore comme conséquence? La bataille de Lépante a été un phénomène ayant un retentissement à l'échelle de l'Europe, évidemment, tout à fait important. Et donc, cet événement est célébré dans les arts et particulièrement dans la peinture. Vous avez à Venise, par exemple, dans le Palais des Doges, une fresque que réalise le Tintoret, mettant en scène donc la bataille de Lépante. Ce n'est pas la fresque que l'on voit aujourd'hui à Venise, parce que la peinture du Tintoret a été endommagée par un incendie, elle a été refaite par un autre peintre ultérieurement. Mais vous avez à l'Académie à Venise une peinture de Véronèse qui montre la bataille de Lépante. Vous avez à Madrid, au musée du Prado, une peinture de Titien, c'est l'une des dernières œuvres de Titien, mettant en scène aussi la bataille de Lépante. Ces peintures de Tintoret, Véronèse, Titien, ce sont des peintures qui sont réalisées peu de temps après la bataille. La galerie de Rome a été décorée un siècle après. Alors pourquoi un siècle après? Est-ce que le péril ottoman est toujours sensible? Eh bien oui, j'ai expliqué tout à l'heure que la fin définitive de l'expansionnisme ottoman vers l'ouest, c'était le siège de Vienne, le second siège de Vienne de 1683. 1683, c'est le moment où l'on construit la galerie du Palais Colonna à Rome. Donc il y a un contexte porteur à la fin du XVIIe siècle pour cela. C'est ce qui explique le décalage entre la bataille et les peintures. Un siècle de décalage donc peut s'expliquer de cette façon. Alors, si la Sala Grande du Palais Colonna est un lieu tout à fait extraordinaire, tout à fait impressionnant, le reste du palais est intéressant aussi. Et donc, vous avez plusieurs dizaines de salons ornés, je vais vous en présenter quelques-uns, pour donner une idée de ce que c'est que le décor de ce palais princier à Rome, qui est donc réalisé dans le grand style baroque romain du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Alors voilà par exemple un salon qui s'appelle le salon de l'apothéose de Martin V. Donc on voit sol en marbre, on voit des peintures qui sont accrochées sur les murs, on voit une peinture sur le plafond. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'apothéose de Martin V? Je parlerai de Martin V dans un instant, c'est le deuxième grand homme de la famille, après le prince Marc-Antonio II. Et donc, on rappelle les hauts faits de ce personnage, qui était le pape régnant au début du XVe siècle, le pape de la famille, donc, régnant au début du XVe siècle, et il est évoqué ici dans ce salon orné, décoré à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et la décoration a été commandée par le cardinal Girolamo Colonna, que l'on voit là. On voit un buste de ce cardinal, qui est en fait le commanditaire de la décoration du palais à la fin du XVIIe siècle. Vous avez donc le cardinal Girolamo Colonna, ici un portrait du pape Martin V, et tout en haut, vous avez ici les armes de la famille, c'est-à-dire la colonne blanche sur fond rouge, hein, ce sont les armes des Colonna qu'anime la colonne bellique que l'on a vue tout à l'heure. Alors voilà une autre vue du salon de l'apothéose de Martin V, donc des pièces de taille, disons, moyenne, hein. La galerie est très grande, les autres salons sont, disons, plus à l'échelle humaine. Voilà un autre salon intéressant qui est la salle du trône. La salle du trône que l'on voit ici, donc c'est ce fauteuil orné, hein, c'est le trône qui est tourné vers le mur. Alors ça, dans les salons des palais princiers romains, ça a une signification tout à fait précise. L'on attend la visite du pape. L'on attend la visite du pape qui, lorsqu'il est reçu au palais, eh bien, se voit donc conduit jusqu'à une salle particulière qui est organisée avec un trône pontifical, un dais au-dessus du trône. Et donc la salle est prête pour recevoir à tout instant le pape qui viendrait à venir visiter les princes Colonna. Dans plusieurs des palais romains, il y a des salles du trône, donc on attend la visite du pape. Alors, est-ce que le pape vient chez les Colonna? Jusqu'en 1870, oui, régulièrement.
il y a, dans l'aristocratie romaine, il y a périodiquement des réceptions qui sont organisées en l'honneur du pape régnant. À partir de 1870, ça devient plus difficile. Vous savez que les relations entre la papauté et l'État italien qui se constitue à ce moment-là sont extrêmement mauvaises. Donc les papes se replient dans le Vatican et n'en sortent pas du tout, jusqu'à ce que ces relations s'améliorent un peu. Elles commencent à s'améliorer dans les années 20. À partir des accords qui sont conclus dans les années 20, les papes vont pouvoir aller dans leur villa de Castel Gandolfo, à quelques kilomètres de Rome. Et puis, les choses s'améliorent encore par la suite. Et à partir des années 60, à partir du règne du pape Paul VI, les papes entreprennent de voyager dans le monde. Donc, jusqu'en 1870, on peut s'attendre à recevoir le pape au Palais Colonna. Après 1870, non, c'est complètement exclu. Et à partir des années 60, du règne de Paul VI, le pape voyage dans le monde, donc il ne voyage pas spécialement à Rome. Il n'est pas impossible qu'il vienne chez les Colonna, c'est pas interdit, bien sûr, mais enfin, ça se produit quand même rarement. Donc ces salles du trône que l'on voit dans les palais princiers romains, eh bien, elles rappellent un passé un peu révolu et ne sont plus véritablement en usage aujourd'hui. C'est le musée, en quelque sorte, qui a été organisé. C'est ce que l'on voit là, avec ce fauteuil, donc ce trône pontifical, tourné vers le mur. Personne ne l'utilise, évidemment, en attendant l'arrivée du pape. Alors, dans le palais, il y a également des chapelles, il y en a plusieurs, voici la principale. Vous avez aussi ce salon aux broderies, par exemple, qui est assez intéressant parce qu'il est entièrement drapé de broderies de fils d'or et de soie. Et cette décoration qui est là évoque une union matrimoniale entre la famille Colonna, on reconnaît ici la colonne héraldique des Colonna, et la famille Pamphili. La famille Pamphili, c'est une autre famille princière romaine. Il y a donc un mariage entre un Colonna et une Pamphili à la fin du XVIIe siècle, et c'est cela qu'évoque cette décoration dans le salon aux broderies. Donc, on a visité quelques salons d'apparat, on pourrait dire. Les pièces que l'on a traversées ne sont pas des pièces d'habitation, ce sont des pièces de réception, ce sont des pièces de parade et pas des pièces d'habitation. Il y a quand même une partie du palais qui est constituée de pièces d'habitation. C'est ce que l'on appelle les appartements de la princesse Isabelle. Le palais Colonna a été habité par la famille princière jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, les princes Colonna habitent des résidences, disons, plus fonctionnelles peut-être, hein, plus confortables que ce grand palais du XVIIe siècle. En tout cas, les photos qu'on voit là évoquent ces appartements de la princesse Isabelle qui résident donc au palais Colonna jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors, qui est la princesse Isabelle que l'on voit là en conversation avec le pape Jean-Paul II? Donc, la photo a été prise au début des années 80, après l'élection du pape Jean-Paul II et avant la mort de la princesse Isabelle, qui meurt à 96 ans en 1984. La princesse Isabelle est l'épouse du prince Colonna de la première moitié du XXe siècle, le prince Marc-Antonio VII, qui règne, si l'on peut dire, jusqu'à sa mort en 1947. Donc, elle est l'épouse de ce prince Colonna, et puis après 1947, elle est la veuve de ce prince Colonna jusqu'à sa mort à elle-même en 1984. Et c'est un personnage intéressant que la princesse Isabelle. Elle est elle est originaire d'une famille de Liban, d'une famille issue de l'Empire byzantin, en fait, une vieille famille du Levant, et elle épouse le prince Colonna en 1909. Et donc, elle va jouer le rôle de princesse Colonna dans l'aristocratie romaine, dans la société romaine, dans le Gotha romain et européen. Et elle va jouer très bien ce rôle, donc tout à fait éminent. Surtout après 1947, après qu'elle soit devenue veuve, elle est une figure de proue de l'aristocratie romaine. Pourquoi? À cette époque-là, en Italie, on a décidé d'abandonner la monarchie et de la remplacer par la République. Il y a un référendum qui est organisé, qui se traduit par la décision, emportée à une majorité assez faible d'ailleurs, mais la décision donc de proclamer la République à la place de la monarchie. Donc il n'y a plus de roi d'Italie.
à, à partir de 1947-48, il n'y a plus de roi d'Italie, il n'y a plus de reine d'Italie par conséquent. Et la princesse Colonna va jouer ce rôle de reine suppléante, on pourrait dire, dans l'aristocratie romaine et européenne. Elle va organiser des cérémonies, elle va organiser des réceptions, elle va recevoir tout ce qu'il peut y avoir de têtes couronnées à l'échelle européenne, et il y en a beaucoup, comme vous le savez. Et donc, au Palais Colonna, on a conservé le souvenir d'une visite en 1961 de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, qui est venue donc et qui est au palais et qui a été reçue dans les appartements de la princesse Colonna. Donc ça, c'est un élément, une date marquante de l'histoire familiale des princes Colonna. C'est la partie du palais où il y a cette dimension familiale qu'on voit par exemple représentée ici par les portraits familiaux, par les photographies familiales. Alors, j'ai employé le nom de famille Colonna, eh bien, peut-être que l'on peut approfondir un petit peu cette notion de famille Colonna. Donc, les Colonna constituent une famille princière dont l'origine remonte au Moyen Âge. Il y a des Colonna que l'on peut repérer tout à fait précisément au Moyen Âge. Dans la légende familiale, on se rattache à une généalogie beaucoup plus ancienne. Les plus radicaux se rattachent même à Jules César, carrément. Bon, ça, c'est la légende. Dans la réalité, il y a des colonna, pas des princes, mais il y a des colonna au milieu du Moyen Âge. Les colonna font partie de ces grandes familles du Moyen Âge qui sont à la fois de grands propriétaires fonciers, mais qui sont aussi des acteurs de la vie politique à Rome. Et qu'est-ce que c'est que Rome au Moyen Âge? Rome n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'est bien sûr plus la capitale de l'Empire romain, puisqu'il n'y a plus d'Empire romain. Elle n'est pas la capitale du Saint-Empire romain, Saint-Empire romain germanique, fondé autour de l'an 1000, et les empereurs du Saint-Empire, comme vous le savez, sont couronnés à Rome. Le dernier empereur couronné par le pape, c'est l'empereur Charles Quint au début du XVIe siècle, d'ailleurs à Bologne et pas à Rome. Mais les empereurs du Moyen Âge sont couronnés à Rome. Alors le jour du couronnement, évidemment, Rome est la capitale de l'Empire, bien sûr, mais cela ne dure pas. Et donc Rome n'est pas la capitale du Saint-Empire. Et Rome n'est même pas vraiment la résidence des papes. Les papes sont bien sûr évêques de Rome, mais il y a une papauté itinérante. Les potentats à cette époque-là sont assez enclins à se déplacer de résidence en résidence sans s'établir de manière absolument durable à un endroit précis. Donc, comme on dit à l'époque, là où est le pape, là est Rome. Donc, à Rome, que voit-on? Eh bien, à Rome, il y a ces grandes familles dont je viens de parler. Il y a le souverain, le pape, qui est là par éclipse. Et donc, ces familles, eh bien, sont en compétition les unes avec les autres, sont en rivalité les unes avec les autres. Rivalité pour le pouvoir, rivalité pour l'influence, rivalité pour le prestige, rivalité sans doute pour des éléments matériels, des éléments économiques probablement. Et on peut comprendre l'histoire de la ville de Rome au Moyen Âge comme ça, parce qu'il y a une Rome du Moyen Âge et il y a une Rome médiévale. On a tendance à se représenter Rome comme, d'une part, la Rome antique, avec les palais, les colonnes, les fouilles archéologiques, c'est vrai que ça existe, hein, on voit encore cela quand on se promène dans la ville, ou alors la Rome du 19e, du 20e siècle, avec de grandes avenues, de grands bâtiments, une capitale moderne, ce qui existe aussi. Mais il y a une Rome médiévale qui existe encore. Beaucoup de quartiers à Rome, dans le quartier du Champ de Mars, par exemple, beaucoup de quartiers sont composés de petites rues sinueuses, très étroites, sans possibilité de circuler facilement avec des voitures. Je ne parle même pas de camions, hein, mais sans possibilité de circuler avec des voitures. Aujourd'hui, en plus, toute la région est piétonnière. Et donc, ces petites rues, eh bien, voilà, c'est directement l'image de la Rome médiévale. Et donc, cette Rome médiévale, c'est la Rome où évoluent ces familles dont je viens de parler. Elles sont en compétition, elles sont en conflit, elles sont en guerre les unes contre les autres. Et par conséquent, elles cherchent à se constituer une zone de sécurité, une résidence fortifiée dans la ville. Quand on le peut, on met la main sur un monument déjà existant et déjà fortifié. Par exemple, le mausolée d'Adrien, que l'on appelle le château Saint-Ange, est une forteresse, si on peut dire, naturelle, et bien sûr utilisée par ces familles dont je parle. Le mausolée d'Auguste aussi. Mais quand on n'a pas la possibilité
d'obtenir un monument de ce genre, eh bien alors, et qu'on est en compétition avec les autres, les Colonna et les Orsini sont en compétition pendant des siècles, eh bien que fait-on? On fait construire une tour. Alors, Rome n'est pas la seule ville où il y a des tours qui ont été construites. Il y en a à San Gimignano, comme on voit là, il y en a eu à Bologne aussi, mais il y a des tours de ce genre qui sont construites à Rome, une tour qui est une zone fortifiée et qui permet de garantir la sécurité de la famille. Sur la photographie, vous voyez pour la toute petite bourgade de San Gimignano une douzaine de tours. À Rome, il paraît qu'il y a eu 300 tours. C'est un chiffre qui me paraît un petit peu exagéré, mais en tout cas, des dizaines de tours, certainement, ont existé. Certaines ont perduré très longtemps. La tour, vous voyez là, la tour des Alberteschi, donc la famille Alberteschi, a duré jusqu'à la fin du 19e siècle. Ce que l'on voit là, c'est une photographie. À la fin du 19e siècle, elle a été abattue parce que l'on aménageait les berges du Tibre, l'on construisait les Lungotevere, et cette tour se situait au bord du Tibre. Elle a donc été détruite pour faire de la place, pour organiser les berges du Tibre. Beaucoup d'autres tours se sont trouvées intégrées dans des bâtiments qui ont été construits. Donc, on ne les voit plus vraiment, en fait. Et il y en a une quand même qui subsiste, c'est la tour des Milices, qui se trouve près des marchés de Trajan. Et d'ailleurs, dans le quartier où résident les Colonna. Eh bien, il faut se représenter donc la résidence des Colonna au milieu du Moyen-Âge comme ça. C'est-à-dire une tour, peut-être pas aussi haute que celle-là, dans son état actuel, avoisine les 50 mètres, mais une tour, plusieurs tours, donc une zone fortifiée pour garantir la sécurité de la famille à l'époque de la Rome couronnée de tours, donc c'est-à-dire au milieu du Moyen Âge. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer le pape Martin V. Le pape Martin V, c'est donc le pape de la famille. C'est un personnage qui est élu pape en 1417, qui va régner une quinzaine d'années. Et le pape Martin V, c'est l'un des grands papes du Moyen Âge. C'est un personnage vraiment important dont le rôle a été très considérable. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et le résultat de cette importance du pape Martin V, c'est que la famille du pape Martin V devient donc une famille importante, plus importante que les autres, évidemment. Euh, les familles aristocratiques romaines qui ont compté un pape et qui peuvent éventuellement compter à nouveau un pape. Bon, chez les Colonna, il n'y a eu qu'un seul pape jusqu'ici, mais dans d'autres familles, il y en a plusieurs, deux, trois éventuellement. Hein. Et donc, les familles aristocratiques qui ont compté un pape sont des familles royales au moment du pontificat de leur familier, donc, mais elles continuent à l'être ultérieurement. Les Colonna sont une famille importante au Moyen Âge, ils deviennent une grande famille princière après le règne de Martin V. Ils le sont restés jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que Martin V? Donc l'inscription sur ce tableau de Pisanello, c'est une réplique en fait du tableau, l'original n'a pas été conservé. L'inscription nous dit le pape Martin V Colonna, après avoir éteint le schisme. Donc c'est le pape qui met un terme au grand schisme, j'en parlerai dans un instant. Donc après avoir éteint le schisme, qu'a-t-il fait? Il a relevé les ruines de la ville de Rome. La ville de Rome était en plein déclin, je l'ai expliqué, hein, ce n'était plus une capitale, eh bien elle le redevient à partir de Martin V et avec ses successeurs. On peut faire de Martin V le premier pape de la Renaissance en ce moment. Et donc vraiment un personnage important, un rôle important, qui donc met un terme au grand schisme d'Occident. Alors qu'est-ce que c'est que le grand schisme? C'est un phénomène très très complexe qui se déroule au XIVe et au début du XVe siècle. C'est un phénomène durant lequel il y a plusieurs papes en même temps. Alors, ces dernières années, nous avons connu, nous, une situation où il y avait apparemment deux papes. Mais vous savez bien que le pape Benoît XVI, après sa renonciation, était toujours pape, mais enfin, il était pape émérite. On ne le voyait pas, il apparaissait très rarement, il ne gouvernait pas l'Église. Hein. Et donc, bon, il n'y avait pas vraiment deux papes, en fait, deux papes équivalents en même temps. Au XIVe siècle et au début du XVe siècle, il y en a deux, et même parfois il y en a trois. Trois papes qui se considèrent comme tout à fait légitimes, comme tout à fait en droit d'être pape, et qui considèrent donc les autres comme des adversaires, comme des anti-papes. Il y a donc des papes, des anti-papes pendant plusieurs décennies, au XIVe, au début du XVe siècle. Alors pourquoi?
comment expliquer ça? C'est assez compliqué, en fait, d'expliquer ça, mais on peut invoquer plusieurs facteurs. D'abord, il faut se souvenir que l'époque dont nous parlons, c'est l'époque de la peste noire. 1346-1348, en 2 ans, une épidémie emporte un tiers de la population européenne, dans certaines régions, plus de la moitié. Et vous savez bien qu'une épidémie, eh bien, provoque un choc économique, un choc moral, un choc psychologique. Alors imaginez l'intensité du choc au milieu du XIVe siècle. Donc les esprits sont troublés, évidemment, par ce qui vient de se passer. Il y a d'autre part une certaine émergence d'une idée que l'on finira par appeler une idée nationale et que l'on voit bien se manifester entre la France et l'Angleterre. C'est l'époque de la guerre de Cent Ans. C'est l'époque de la guerre de Cent Ans dont nous parlons, et donc cette dimension nationale qui était très, très épisodique, hein, très, très peu repérable au Moyen Âge, elle commence à émerger peu à peu donc au XIVe siècle. C'est l'époque aussi où l'autorité des suzerains, l'autorité féodale, est battue en brèche. On voit des vassaux eh bien, se comporter en princes indépendants. Plusieurs des vassaux du roi de France, par exemple, se comportent en princes indépendants, et ça va être la grande aventure des ducs de Bourgogne, par exemple, au XVe siècle. Et puis, il y a une mise en cause aussi de l'autorité de l'Église. Par exemple, entre ces pays où émerge une sorte de proto-idée nationale et l'Église, il y a une compétition pour des questions qu'on qualifierait aujourd'hui de questions de souveraineté. Par exemple, des impôts sont perçus par l'Église. Est-il légitime que ces impôts soient vraiment perçus par l'Église? Ne serait-ce pas plutôt au roi de percevoir les impôts, ou tout au moins d'obtenir une partie de la récolte fiscale, si j'ose dire. Donc il y a une contestation de l'autorité de l'Église par le biais, je veux dire, par les souverains temporels. Et à l'intérieur de l'Église, il y a une contestation de l'autorité du pape. La question qui se pose aux chrétiens depuis quasiment les origines, c'est de savoir où se situe l'autorité. Est-ce que l'autorité est l'autorité hiérarchique du pape dans la communauté des chrétiens, ou n'est-ce pas plutôt la communauté des chrétiens qui, sous la forme du synode, sous la forme du concile, détient vraiment l'autorité? Donc cette compétition entre concile et pape, eh bien, c'est un phénomène très ancien qu'on va continuer à observer jusqu'à maintenant, en fait, si on regarde bien, hein. Et donc, elle est tout à fait à l'œuvre aussi au XIVe et au XVe siècle. Donc, pour toutes ces raisons, il y a un moment où eh bien, le revanchisme se produit, et ce moment, c'est le XIVe siècle, à l'initiative des rois de France. Les rois de France, je simplifie quelque chose qui est très complexe, les rois de France, disons, amènent le pape à résider à Avignon. Ou bien, je vais dire la même chose autrement, les rois de France obligent le pape à résider à Avignon. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que à partir de 1309, eh bien, les papes successifs résident en effet à Avignon. Ils font construire le palais des papes, comme vous le savez, et ils vont résider à Avignon pendant environ 70 ans. Donc, plusieurs papes successifs vont résider à Avignon, donc pendant 70 ans. Ils vont résider à Avignon, donc pas en Italie, pas à Rome. Et vu du point de vue de Rome et des Romains, c'est un phénomène qui est tout à fait anormal. C'est même une catastrophe. Tout ce que le pape peut avoir comme pension à distribuer, comme prébende à distribuer, comme avantage à accorder, tout cela, à partir du moment où le pape est à Avignon, tout cela va être accordé à des Français et pas à des Romains. On a calculé qu'entre 1309 et 1376, 80% des cardinaux créés par les papes sont des Français, ou des gens qui sont, disons, euh, dans l'entourage du roi de France. Donc cela, c'est une situation qui est évidemment très originale. C'est pourquoi, en 1376, le pape qui règne à l'époque, s'appelle Grégoire XI, estime que le moment est venu de rentrer à Rome. Donc il s'arrange pour rentrer à Rome, difficilement, et il parvient à Rome, en effet, et il meurt presque tout de suite. Donc, eh bien, voilà, à Rome, il va falloir élire un nouveau pape. À Rome, pas à Avignon. Et les cardinaux qui sont présents à Rome, c'est-à-dire pas tous les cardinaux qui sont présents à Rome vont élire un nouveau pape, en effet, ils vont choisir l'évêque de Bari, et qu'ils vont proclamer comme le pape Urbain VI.
Et Urbain VI est un personnage très austère, qui a des idées bien précises sur la manière dont l'Église doit fonctionner, et donc il annonce tout de suite son intention de faire subir à l'Église disons, une cure d'austérité et d'obliger les évêques à résider dans leur diocèse, et notamment les cardinaux, s'ils sont évêques, à résider dans leur diocèse. Alors ça ne plaît pas beaucoup aux cardinaux, notamment à ceux qui sont encore à Avignon, qui donc élisent un autre pape qui est proclamé donc en 1378, sous le nom de Clément VII. Donc deux papes, Urbain VI et Clément VII. Le pape de Rome, donc Urbain VI, et le pape d'Avignon, Clément VII. Et cela a quantité de conséquences, évidemment. S'il y a deux papes élus apparemment légitimement, ça veut dire qu'il y a deux conceptions différentes de l'Église, deux conceptions différentes du rôle du pape, deux idées différentes sur la politique à mener, sur les choix politiques à mener. C'est le schisme, c'est-à-dire la division de l'Église. Et cela entraîne aussi une divergence entre les différents pays européens. La carte que vous voyez, qui est une carte très simplifiée, montre que dans certaines régions, on se réclame du pape d'Avignon, par exemple à Paris, mais que dans d'autres régions, on se réclame du pape de Rome, par exemple à Londres. Or, Londres et Paris, c'est la France et l'Angleterre, et c'est la guerre de Cent Ans à ce moment-là. Donc il y a, vous voyez, une sorte de mélange des réalités qui rend la situation extrêmement complexe. Donc, Urbain VI et Clément VII, qui sont papes en même temps, et qui considèrent l'autre comme l'antipape. Et puis, le temps passe, et l'un et l'autre finissent par mourir et par être remplacés par de nouveaux papes. Donc il y a une dualité pontificale pendant des décennies, à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. Si bien qu'en 1409, on peut considérer que la situation a suffisamment duré, et donc un concile se réunit, un concile, pas un conclave, un concile se réunit à Pise en 1409. Et ce concile, donc l'ensemble des évêques, enfin l'ensemble des évêques qui font le voyage, décide de euh, penser à une réforme de l'Église, peut-être insister sur l'autorité du concile par rapport au pape, il y a deux papes, hein. Et puis d'autre part, le concile décide d'éliminer, enfin de démettre les deux papes qui sont présents à l'époque et qui s'appellent Grégoire XII pour le pape d'Avignon et Benoît XIII pour le pape de Rome. Donc Grégoire XII et Benoît XIII sont priés de démissionner, ce qu'ils ne font pas. Et alors le concile de Pise donc élit un autre pape. Dans l'idée des pères conciliaires, c'était un seul pape qui allait remplacer les deux antipapes, mais finalement il y en a trois maintenant. Alexandre V qui meurt rapidement et on le remplace par un nouveau pape, donc Jean XXIII. Donc il y a trois papes, Grégoire XI, Benoît XIII et Jean XXIII. J'ai bien 23, donc en 1409. Donc, au lieu d'avoir deux papes qui seraient remplacés par un seul, il y a deux papes qui sont remplacés par trois papes. Et donc, un nouveau concile se réunit à Constance qui, en 1417, finit par arriver à remédier à la situation en priant les papes en titre, c'est-à-dire Jean XXIII, Benoît XIII, Grégoire XII. On les prie de démissionner. Et on va élire un nouveau pape qui sera le cardinal Colonna, pape Martin V. Donc, est-ce que Grégoire XII démissionne? Oui. Est-ce que Jean XXIII démissionne? Oui. Est-ce que Benoît XIII démissionne? Non. Et Benoît XIII finit par se réfugier dans le sud de l'Espagne, à Peñíscola, on est dans le royaume de Valence, et là, il va mener une sorte de combat d'arrière-garde jusqu'à sa mort en 1423. Donc, on oublie Benoît XIII, qui est un antipape par conséquent, et on se retrouve avec Martin V, élu pape, et qui doit fixer sa position par rapport aux deux précédents, c'est-à-dire Grégoire XII et Jean XXIII, et donc qui ont émissionné. S'agit-il d'antipapes ou pas? Si ce sont des antipapes, on va les effacer, on va vouer leur souvenir à l'oubli, et on ne va pas entériner les décisions qu'ils ont prises, notamment les nominations de cardinaux. Et Martin V est un pape à l'esprit politique, c'est un pape subtil, si l'on peut dire, et donc il décide que les décisions prises par Grégoire XII et par Jean XXIII, en matière de nomination de cardinaux par exemple, ce sont des décisions valables, et que donc on va les respecter. Que par conséquent, ces papes, Jean XXIII et Grégoire XII, ne sont pas des antipapes, puisque le pape Martin V les pardonne, les absout, je ne sais pas comment il faut dire,
Et donc, il marque ainsi la fin du schisme. Il a mis un terme au grand schisme. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en 1958, lorsque le conclave s'est réuni pour élire le successeur du pape Pie XII, le cardinal qui a été élu, qui était Angelo Roncalli, a choisi le nom de Jean XXIII comme nom de règne. Alors, est-ce que le pape élu en 1958 avait oublié le grand schisme? Parce qu'il y a déjà eu un Jean XXIII, donc. Hein, et l'avait-il oublié? Ça s'est vu. Par exemple, au XVIIIe siècle, un pape est élu dans les années 1720, un pape Orsini d'ailleurs, il est élu et il prend le nom de Benoît XIV. Et puis, il se souvient qu'il y a eu au début du XVe siècle un Benoît XIII et que ce Benoît XIII était un antipape. Donc, le pape Orsini Benoît XIV change de nom au début de son règne et devient le pape Benoît XIII. Moyennant quoi, il y aura, quelques années plus tard, un Benoît XIV, donc, qui est le pape Lambertini, qui est élu en 1740. Jean XXIII n'a pas fait cela à la fin du XXe siècle. Peut-être parce qu'il a considéré que reprendre ce nom de Jean XXIII, c'était vraiment fermer complètement, enfin tourner complètement la page du grand schisme. En tout cas, la décision de Martin V n'a pas été respectée à la fin du XXe siècle. Et donc, voilà, Martin V, le pape qui met un terme au grand schisme. Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et que va-t-il faire ensuite? Eh bien, il va se consacrer, comme le dit l'inscription, à relever les ruines de la ville, c'est-à-dire, il va d'abord essayer de restaurer l'image de la papauté. Vous comprenez bien que l'image du pape depuis les papes d'Avignon est une image très, très écornée et très affaiblie. Hein. Donc, essayer de remettre de l'ordre, en quelque sorte, dans l'Église, restaurer l'image du pape, ça c'est ce qu'il fait, et c'est ce que ses successeurs vont faire aussi. Et puis d'autre part, oui, relever les ruines de la ville, c'est-à-dire réfléchir à une résidence du pape à Rome, réfléchir à la construction de certains bâtiments, à la réparation de certains bâtiments. Et on en arrive ainsi à tout ce grand programme d'urbanisme qui est commencé au milieu du XVe siècle et qui va aboutir à la fin du XVIIe siècle, en fait. Hein. Tous ces grands programmes qui vont, par exemple, être la reconstruction du palais apostolique du Vatican, la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, etc. Donc tout cela, Martin V, ce n'est pas lui qui fait la totalité, bien sûr, mais tout cela, c'est ce qu'il entame. Il ouvre la voie à cela, on peut donc le considérer comme le premier pape de la Renaissance en Italie, donc au début du XVe siècle. Et donc c'est le pape Colonna, et de ce fait, la famille Colonna, ensuite, devient la figure de proue de la noblesse romaine. Il faut distinguer noblesse romaine et noblesse pontificale. La noblesse pontificale, c'est le nom que l'on donne aux titres nobiliaires que le pape, et notamment aujourd'hui, que le pape donne à un certain nombre de personnes qui vivent dans différents pays, des pays qui parfois ne reconnaissent pas les titres de noblesse d'ailleurs. Donc ces titres nobiliaires qui sont aujourd'hui en partie théoriques, hein, que le souverain pontife peut attribuer aujourd'hui. Mais la noblesse romaine, c'est autre chose. La noblesse romaine, ce sont les familles de l'aristocratie romaine, dont certaines remontent au Moyen Âge, les colonna par exemple, et qui continuent à exister aujourd'hui. Il y a encore des colonna, il y a des Barberini, je ne sais pas s'il y a encore des Orsini, mais c'est possible. Et donc, ces familles-là constituent la noblesse romaine. Et dans cette noblesse romaine, la famille Colonna joue un rôle de premier plan, souvenir du pape Martin V, donc, elle joue un rôle de premier plan qu'elle va faire reconnaître par les papes successifs. Et les princes Colonna vont disposer du titre et de la fonction d'assistant du Saint-Siège. Alors, l'assistant du Saint-Siège, c'est une dignité honorifique. Bon, concrètement, il n'y a pas beaucoup de travail à faire quand on est assistant du Saint-Siège, mais sur le plan symbolique, en tout cas, sur le plan formel, c'est tout à fait important. L'assistant du Saint-Siège assiste le pape dans les différentes cérémonies auxquelles le pape se consacre, dans les différents moments du pontificat. L'assistant du Saint-Siège témoigne du soutien apporté par la noblesse romaine au pape qui règne donc, à telle ou telle époque. Et voilà, par exemple, une photographie du prince Marc Antonio VII Colonna, c'est l'époux de la princesse Isabelle. Et Marc Antonio VII Colonna a été effectivement assistant du Saint-Siège. On le voit là, par exemple, aux côtés du pape Pie XI, qui procède à une béatification. Et on le voit ici, en 1939, conduisant les funérailles du pape Pie XI. Donc, l'assistant du Saint-Siège, c'est ce personnage qui est à côté du pape lorsque celui-ci procède à telle ou telle cérémonie.
Sur le plan cérémoniel, justement, c'est tout à fait considérable. Sur le plan concret, c'est plutôt réduit. C'est pourquoi le pape Paul VI, en 1970, décide de supprimer cette fonction d'assistant du Saint-Siège. Et donc, il n'y en a plus maintenant d'assistant du Saint-Siège. Et ce que l'on voit, c'est le costume de Marc-Antonio Colonna qui est exposé dans la salle du trône du palais Colonna. Alors, que font les colonna après? Ben, ils s'adaptent évidemment. Quand vous appartenez à une famille qui est importante depuis le Moyen Âge, ça veut dire que la famille a réussi à s'adapter au fil du temps, bien sûr. Alors, il faut s'adapter à la disparition de la fonction d'assistant du Saint-Siège, ce n'est pas très difficile, mais il a fallu s'adapter d'abord à la disparition du rôle temporel du pape. Le pape, jusqu'en 1870, est un souverain, il a des territoires, il a une juridiction sur un territoire qui s'est d'ailleurs contracté au fil du temps, mais à partir de 1870, il n'y en a plus. Alors aujourd'hui, vous savez que les souverains pontifes sont au rang de chef d'État, il y a un État théorique, la Cité du Vatican, qui est extrêmement microscopique, mais bon, c'est important sur le plan diplomatique, mais concrètement, sur le plan matériel, ce n'est pas essentiel. Hein. Comme le disait Staline, le pape, combien de divisions? Eh bien, les colonna ont dû s'adapter à ça. Et donc, ils ont dû euh, définir leur rôle dans l'État italien après l'unification. Et ils ont choisi en effet de participer au fonctionnement de l'État italien. Ça a été un choix qu'il a fallu assumer. Certaines familles se sont tenues à l'écart, d'autres ont participé. Et donc vous avez des colonna, pas forcément le prince en titre, mais des membres de la famille qui sont par exemple, il y en a un qui est maire de Rome de 1890 environ à 1919. Le maire de Rome, c'est un colonna. Vous en avez un autre qui est gouverneur de Rome dans les années 30. Et c'est lui qui organise les fouilles autour du mausolée d'Auguste et à la recherche des débris de l'Arapakis, donc un personnage intéressant. Vous avez un autre qui est, au début des années 40, ambassadeur d'Italie aux États-Unis. Et c'est lui qui remet au président Roosevelt la déclaration de guerre de l'Italie lorsque Mussolini décide de déclarer la guerre aux États-Unis. Et donc l'ambassadeur Colonna remet au président Roosevelt cette déclaration de guerre, il démissionne immédiatement. Donc il y a ainsi une carrière des colonna dans le système politique italien qui est plus ou moins importante. Les colonna ne vont pas jusqu'à se présenter aux élections, hein, quand même pas. Mais certains l'ont fait parfois, hein, dans l'aristocratie européenne, ça s'est vu, mais pas eux. Et donc ils ont une présence, une visibilité. Ils sont reçus par le président de la République italienne, par exemple. Et donc la famille existe. Il y a plusieurs membres de la famille. Il y a un prince en titre, celui que vous avez là, ce n'est pas le prince en titre, mais c'est celui qui est le plus visible, celui dont on trouve des photographies le plus facilement. Et donc, cette famille est la propriétaire du palais. La position juridique du palais a été fixée au début du XXe siècle. Il y a un système de fidéicommis qui empêche de dissocier les œuvres d'art du palais et qui empêche la famille de disposer du palais. On ne peut pas le vendre. Hein. C'est un système qui a été verrouillé sur le plan juridique et qui garantit donc la perpétuation du palais Colonna. Alors le palais Colonna, justement, bien parlons-en. Donc j'ai indiqué que la galerie, la Sala Grande du palais est un lieu extraordinaire que l'on peut comparer à la galerie des glaces de Versailles et sur certains points, je l'ai dit, la galerie de Rome surclasse la galerie de Versailles. Bon. Donc c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Le bâtiment lui-même eh bien, est moins spectaculaire. Il y a une structure très complexe pour le palais Colonna, qui est le résultat simplement des origines de la famille et des particularités du contexte dans lequel elle évolue. Voilà une photographie du palais Colonna. Alors je précise que le grand bâtiment en arrière-plan de couleur un petit peu rosée, ce n'est pas le palais Colonna. Le palais Colonna, c'est ce bâtiment au premier plan de couleur un peu jaune. C'est ça le palais Colonna, donc qui occupe tout un îlot encadré de rues. Et on comprend très bien à voir le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui, qu'il est composé en fait de plusieurs bâtiments qui ont été rattachés les uns aux autres au fil du temps. La galerie, la Sala Grande se trouve ici, dans cette partie-là du palais. Donc le bâtiment n'est pas spectaculaire, n'est pas impressionnant. On peut dire des colonna qu'il constitue une famille royale, mais le palais n'est pas vraiment un palais royal. La Sala Grande, oui, mais le bâtiment lui-même, pas vraiment. Il y a quelques façades. Vous avez vu une façade donc sur la rue principale. Voilà la façade intérieure, sur la cour intérieure. Bon,
ce n'est pas spectaculaire hein, par rapport à d'autres palais, songez au palais Farnèse, par exemple, à Rome. Et puis voilà une troisième façade qui est la façade sur la petite rue della Pilota que l'on voit là. C'est cette rue qui sépare le palais des jardins du palais. Et donc, pour passer du palais au jardin, eh bien, il y a un petit pont. En fait, il y en a deux. Un petit pont qui permet d'accéder au jardin. Et la porte que vous voyez là, c'est la porte d'entrée dans le palais, enfin pour les touristes évidemment, la porte d'entrée donc qui n'est ouverte que le samedi matin donc. Et vous voyez, un bâtiment qui est assez vaste, hein, mais qui n'est pas vraiment impressionnant. Il y a à Rome des palais princiers plus impressionnants que celui-là. Mais il y a la Grande Galerie qui, elle, n'a pas l'équivalent à Rome. Et donc, dans ce palais, il y a une collection de peintures. On peut considérer que la Galerie Colonna, c'est une galerie de peinture. Vous avez des dizaines de toiles qui ont été rassemblées par les princes Colonna successifs. Les Colonna ont-ils été de grands mécènes au fil du temps? Ils ont été des collectionneurs, certainement, au XVIe, au XVIIe, un peu au XVIIIe siècle. Beaucoup moins, semble-t-il, au XIXe, au XXe siècle. On voit ça dans d'autres familles aristocratiques. Hein. La collection de la reine enfin, du roi d'Angleterre, il faut dire maintenant. La collection du roi d'Angleterre est extraordinaire, mais elle a été rassemblée, cette collection, par les dynasties antérieures, pas la dynastie des Windsor qui règne aujourd'hui. Euh, on disait souvent du temps de la reine Elisabeth qu'elle possédait des dessins de Léonard de Vinci achetés par ses prédécesseurs, mais qu'elle s'intéressait aux chevaux. Donc c'est peut-être un peu comme cela qu'il faut comprendre la nature de la collection de peinture donc du Palais Colonna. Elle est très riche pour le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, beaucoup moins pour le Moyen Âge, mais les œuvres du Moyen Âge sont quand même assez rares de manière générale, et pas du tout pour la période contemporaine. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans cette galerie? Bon, je choisis quelques toiles pour vous donner une idée de ce que l'on peut voir quand on se promène dans le palais. On voit par exemple une toile de Bronzino, Vénus, Cupidon et un satyre, qui est présentée dans la salle de la colonne bellique. Donc, la salle de la colonne bellique, les armes parlantes de la famille, une peinture sur le plafond qui évoque Marc-Antonio II Colonna, et puis cette toile qui est présentée là, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec le thème général de la salle de la colonne bellique, du salon de la colonne bellique. Donc une peinture de style maniériste qui date du milieu du XVIe siècle. Une autre peinture que l'on voit dans la salle de l'apothéose de Martin V, c'est cette peinture de Carache, Le mangeur de haricots. Alors là, c'est une peinture originale dont le thème n'est pas mythologique. On a apparemment un paysan ou un artisan qui mange des haricots. Bon, une toile simple qui n'a pas repris l'apparat mythologique ou l'apparat religieux que l'on pourrait éventuellement imaginer dans une peinture du milieu du XVIe siècle. Et on a parfois établi un parallèle entre cette toile-là, une toile de Van Gogh qui montre des mangeurs de pommes de terre, hein, qui a à peu près cette apparence, mais Van Gogh n'a pas vu la toile de Carache. Parce que voilà, c'est quand même une propriété privée, donc il faut aller voir la toile chez les princes Colonna, et ce n'est pas facile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc une peinture de Carache, 1585, et puis une autre peinture italienne, donc de l'Albane, là on est vers 1630, qui nous montre la princesse Europe, donc enlevée par Jupiter, métamorphosée en taureau, donc c'est un thème mythologique très, très courant, tout à fait classique, et ici le peintre a choisi de représenter Europe regardant vers le lieu qu'elle quitte. Il y a deux façons de représenter Europe. Soit Europe regarde nostalgiquement le lieu qu'elle quitte, elle est enlevée, hein. Soit Europe regarde vers l'avant, vers le lieu où le taureau l'emmène, et c'est donc une vision, disons, plus positive, plus constructive de l'avenir qui est ainsi manifestée. Bon, l'Alban a choisi la première version par rapport à la deuxième qu'on voit parfois sur les peintures. Donc, la collection des Princes Colonna, c'est surtout une collection de peinture italienne qui est présentée dans les salons du palais. Il y a d'autres, dans les salons d'apparat du palais que nous avons parcouru tout à l'heure, il y a dans toute la partie, disons privée, dans toute la partie familiale du palais, les appartements de la princesse Isabelle, les toiles présentées sont un peu différentes. Ce sont soit des toiles flamandes, comme par exemple celle-ci, une toile d'Henri Maître de Blaise, donc vous voyez, milieu 16e, qui représente un paysage avec Saint-Augustin, ou alors cette peinture de Bruegel, donc de la fin du XVIe siècle. Alors c'est Jean Bruegel l'Ancien, donc le fils de Pierre Bruegel l'Ancien, donc Bruegel de velours, qui
montre ici le Christ au limbe, la descente du Christ au limbe. Alors c'est une peinture qui évoque un sujet qui n'est pas canonique, comme on dit, qu'on ne trouve pas dans les évangiles, qu'on ne trouve pas dans l'écriture, mais que l'on trouve dans tout ce qui gravite autour des textes canoniques, ces textes apocryphes. Et donc, le Christ au limbe, c'est le Christ entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, entre la mort et la résurrection, qui descend au limbe afin de tirer des limbes eh bien, Adam et l'humanité qui va être sauvée. Donc, hein, c'est une symbolique tout à fait précise dans le dogme chrétien qui est ici illustré par cette peinture de Bruegel, de velours. Donc, une collection essentiellement de peinture italienne, quelques toiles flamandes, quelques toiles du XVIIIe siècle et des paysages. Des paysages, on a vu dans le Salon des paysages des œuvres, des toiles de Gaspard Duguay, et il y a les salles, dans les salons d'habitation, dans les pièces privées, il y a des fresques de Gaspard Duguay. Alors, qui était Gaspard Duguay? C'est un peintre qui vit à Rome au XVIIe siècle. C'est un peintre français, c'est le beau-frère de Nicolas Poussin, et c'est un peintre qui a une réelle réputation au XVIIe siècle. Il est apprécié en tant que peintre de paysages, surtout. Donc, des paysages sur toile, il y en a beaucoup au Palais Colonna, et des fresques. Duguay est aussi un fresquiste. Il y a plusieurs séries de fresques qu'il a réalisées ici et là. Et les fresques du Palais Colonna, c'est vraiment l'œuvre majeure de Gaspard Duguay. Donc ces fresques représentent, comme vous voyez, des paysages réels ou imaginaires, des jardins, là aussi réels ou imaginaires. Et donc on peut terminer cette visite de la collection peinture des Princes Colonna par cette fresque de Gaspard Duguay, d'autant que cela nous fournit une transition facile vers les jardins justement du palais que l'on va visiter pour finir. Le palais se trouve au pied du Quirinal, au pied de la colline du Quirinal. Et les premières pentes du Quirinal eh bien, sont occupées par les jardins du palais, pour la partie inférieure, et pour la partie supérieure, par les jardins du palais du Quirinal, qui a été la résidence des papes à partir du XVIIe siècle, et qui est aujourd'hui la résidence du président de la République italienne. Alors ces jardins sont tout à fait intéressants, tout à fait agréables. Ils sont donc construits sur les pentes de la colline, hein. Il y a plusieurs terrasses, plusieurs niveaux. Ils ont commencé à être organisés au XVIIe siècle. Ils sont surtout organisés au XVIIIe siècle. Ils sont, si on peut dire, monumentalisés au XVIIIe siècle. C'est ce que l'on voit là, le nymphet, les escaliers, enfin, tout un parcours que l'on peut faire dans ce jardin. Les pentes de la colline du Quirinal sont occupées par le jardin. Mais bien sûr, au Moyen Âge, c'était la zone fortifiée des colonnats, c'était la tour, c'était toute la zone de sécurité qui était indispensable, hein, pour garantir la puissance de la famille Colonna. Et plus anciennement, dans l'Antiquité, ces pentes du Quirinal étaient occupées par des constructions, par des temples, et notamment un grand temple du dieu Sérapis. Sérapis est un dieu typique de l'époque hellénistique et de l'époque impériale romaine. C'est un dieu de synthèse, si l'on peut dire, donc un dieu nouveau qui apparaît dans l'Égypte grecque, dans l'Égypte lagide, et qui va se répandre dans l'Empire romain. Il y a donc un grand temple de Sérapis construit sur les flancs du Quirinal, dont il reste des fragments de colonnes, des fragments de podium même assez importants dans les jardins. Et il restait aussi quelques statues qui ont été déplacées au XVIe siècle. Lorsque Michel-Ange, au XVIe siècle, conçoit la réorganisation de la colline du Capitole, lorsqu'il invente la place du Capitole que l'on voit aujourd'hui, il dessine cette place et puis la place va être construite au fil du temps, hein. À la mort de Michel-Ange, les travaux ne sont pas du tout finis. Mais enfin, il a conçu quand même l'ensemble de la place. Michel-Ange a eu l'idée d'orner cette place d'un certain nombre de statues anciennes, de statues antiques. Il y a la statue de Marc Aurèle, donc au centre de la place. Et à l'intérieur du Palais Neuf, il y a une fontaine du Tibre. Et la statue du Tibre, en fait, c'est une statue qui vient du temple de Sérapis, c'est-à-dire des jardins du Palais Colonna. Alors, ces jardins du Palais Colonna sont en plein centre de Rome, hein, et constituent un havre de paix tout à fait agréable qui peut être visité donc le samedi matin.
et du haut duquel on a une très belle vue sur la ville, une très belle vue sur le centre historique de la ville de Rome. Vous voyez donc les toits de la ville, vous voyez en arrière-plan la colline du Janicule, donc au-delà du Tibre, et puis on peut repérer quelques monuments tout à fait caractéristiques, notamment celui-là, l'église du Jésus, qui est donc l'église de référence de la Société de Jésus, donc des jésuites, hein. Et on voit aussi sur la colline du Janicule, bon, il faut agrandir un petit peu pour voir, on voit la grande statue équestre de Garibaldi qui était installée là. Au pied de cette statue, on a une vue magnifique sur la ville de Rome qu'il faut aller voir à la fin de la journée pour les questions d'éclairage. Et donc là, il y a la statue de Garibaldi, pas pour la vue magnifique, mais parce que c'était là qu'ont eu lieu les combats de la fin de la République romaine. C'est peut-être de là que les boulets de canon du général Oudinot ont été tirés, peut-être. En tout cas, voilà la vue que l'on a depuis les jardins du Palais Colonna, donc un lieu tout à fait à la fois impressionnant et agréable à visiter. Et si vous n'avez pas visité ces jardins et ce palais, et si vous passez à Rome, eh bien, je vous suggère, je vous encourage vivement à aller visiter donc le Palais Colonna.